Chers amis, bonjour. Nous avons aujourd'hui, enfin j'ai l'invité comme invité sur ma chaîne à vous présenter la personne que vous connaissez déjà très bien, puisque nous avons déjà fait plusieurs émissions ensemble. C'est André Kosovoy, qui est historien, qui travaille à l'Université de Lille et qui aussi est russophone, puisque il a l'origine russe, donc il a la double vision et de la France et de la Russie, ce qui est précieux pour nous et que vous l'appréciez beaucoup. Ça, on le sait en lisant vos commentaires. André, de quoi on va parler aujourd'hui, à ton avis? Alors, on va parler d'un sujet évidemment d'actualité et qui, à mon avis, fait une belle transition par rapport à notre précédent épisode. Vous vous souvenez, on avait discuté des langues, l'apprentissage des langues étrangères en Union soviétique. On avait parlé de tes talents pour les langues étrangères, comment tu avais appris le français notamment. Et on a un sujet d'actualité qui nous permet de faire une belle transition et je vais commencer par une devinette peut-être. Donc, Oui, c'est un facile. personnage dont on a beaucoup parlé et qui a pour point commun avec toi d'avoir essayé, mais toi tu l'as réussi bien sûr, son entrée au MGIMO, lui il n'a pas réussi, mais par ailleurs c'est quelqu'un qui doit son succès notamment par le fait qu'il parle plusieurs langues, par le fait qu'il soit polyglotte. Alors c'est un personnage dont on a beaucoup parlé aujourd'hui. J'essaye de laisser une petite pause à nos spectateurs pour qu'ils réfléchissent et qu'ils devinent de qui il peut s'agir, mais certainement, ils l'ont déjà deviné. Il s'agit de Viktor Anatolievitch Bout. Et je le prononce, voyez, à la russe, avec le patronyme Anatolievitch, qui signifie que son père s'appelait Anatole. Victor Bout. Alors, Victor Bout, effectivement, c'est quelqu'un, on en a parlé récemment beaucoup parce qu'il a été échangé dans la plus pure tradition de la guerre froide, quasiment pas sur un pont, mais on n'est pas loin. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Enfin, Voilà, normalement, la tradition, c'est le ouais. pont de Gliniquet. Mais il a été échangé contre cette basketteuse américaine. Et donc, on va parler de ce personnage qui est à bien des égards très mystérieux, mais qui, à mon avis, peut donner lieu à une belle conversation. Oui, oui, tout à fait. Bien évidemment, pour expliquer à nos téléspectateurs, tu as parfaitement raison, parce qu'effectivement, lui, il a essayé d'entrer au MGIMO, il n'a pas réussi. Donc après, il a fait 2 ans d'armée, et après l'armée, il est revenu à Moscou, et il a réussi à entrer dans une autre institution aussi célèbre que le MGIMO, c'est l'Institut militaire de traduction ou l'Institut de traduction militaire ou de traducteur militaire, qui est bien évidemment dépend du ministère de la Défense, mais au niveau linguistique, c'est une institution qui est très, très connue et qui dépend aussi, c'est une antichambre à un autre service spécial. SimGIMO sert de plateforme d'entrée au KGB. L'Institut des traducteurs militaires sert de la même plateforme pour entrer à la GRU, c'est-à-dire la Direction générale du renseignement militaire de l'état-major des forces armées de l'Union soviétique ou de la Russie actuellement, et donc pour devenir espion, mais un espion militaire. Ouais, la GRU, c'est quand même le service secret, le service de renseignement sur lequel on sait beaucoup moins de choses que sur le FSB ou si on considère l'époque soviétique, parce qu'à l'époque soviétique, on parlait déjà de la GRU. Hein. La GRU, c'est le nom que prend cette institution, il me semble, au cours des années de guerre, de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, le service de renseignement militaire, évidemment, en Russie existait depuis très longtemps. Avant, on parlait de Razvedupr, c'est un nom un peu compliqué à prononcer, de l'armée rouge. Bon, voilà. Et bien sûr, le renseignement, si on revient à la définition de ce que c'est que l'espionnage, le renseignement par essence, c'est quelque chose qui se pratique en vue de gagner une guerre. Donc forcément, en théorie, c'est le renseignement militaire qui est censé être le plus important. Sauf que dans le contexte de la Russie, de l'histoire russe et de l'histoire soviétique, tout un ensemble de facteurs liés notamment à la nature du régime, au fait que ce soit un régime répressif autoritaire, on a en fait une police politique qui a porté différents noms. Hein. À l'époque soviétique, ça commence avec la Tchéka. À partir de 1954, c'est le KGB. C'est donc cette police dite service de renseignement dit civil qui devient plus important que les services militaires. Normalement, ça devrait être l'inverse. Et donc la GRU, et il faudrait dire là parce que où c'est upravlение, la direction. La GRU, on en sait
très peu de choses. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, Sergueï? Euh, Effectivement, je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, il faudra qu'on précise que pendant la guerre civile qui a suivi la révolution d'octobre, donc tout de suite, c'était la création de l'armée rouge, c'était le mois de février 1918. Et bien évidemment, dans l'armée, on a créé tout de suite un service secret qui servait à l'armée. Et donc, la GRU a été créée avant par exemple, le renseignement extérieur politique. Parce que la VCK a été créée, si ma mémoire est bonne, en décembre 1917, quasiment tout de suite après la Révolution. Et le deuxième service, c'était l'AGRU. Et je dirais que le renseignement extérieur, c'était le premier service qui était le service militaire qui a été créé. Et puis le service politique a suivi 3 ans après. Enfin, en 1920, officiellement, en réalité, on peut discuter parce qu'il y a différentes dates, parce qu'en réalité, ils ont créé un tout petit peu avant. Et donc, ce service de renseignement militaire, il a pris tout de suite beaucoup d'importance dans l'armée rouge, puisque les 5 premières années d'existence du RSS, c'était la guerre civile ou la guerre aussi contre les pays de l'entente et les États-Unis et les Japonais. Et donc, bien évidemment, ça servait à beaucoup de choses. C'est un service qui s'est développé beaucoup. Et je dirais qu'au niveau de renseignement, c'est presque un service qui a été beaucoup plus développé que le service de renseignement politique. Parce qu'à cette époque-là, le renseignement politique se faisait plutôt via Comintern, via l'organisme international entre les communistes, entre les partis communistes et les pays communistes, qui avait son siège à Moscou. Et donc, bien évidemment, puisqu'il y avait les représentants de plusieurs pays qui étaient dans cette organisation, il était tout à fait naturel de les utiliser comme les espions. Et du coup, au niveau politique, on n'avait pas besoin réellement de créer l'espionnage. Et l'espionnage, à cette époque-là, surtout avant la Deuxième Guerre mondiale, servait plus à Staline pour pénétrer les organisations d'immigrés russes qui étaient dans les pays étrangers. Donc en réalité, c'était un organisme plutôt de contre-espionnage que de l'espionnage. Parce qu'en fait, à l'époque, bien évidemment, tous les gens qui ont immigré du pays, ils avaient pour but de reconstruire le régime tsariste ou de reconstruire la Russie d'avant, enfin l'Empire russe. Et bien évidemment, ce service de renseignement politique, il était plutôt chargé de ça. Et puis aussi, il a été utilisé pour liquider plus ou moins les concurrents de Staline à l'étranger, tels Léo Trotsky, etc. Voilà. Et après, pendant la Deuxième Guerre mondiale, bien évidemment, aussi, le service de renseignement militaire primait. En fait, sur le service politique. Tous les deux, d'ailleurs, étaient décapités, bien évidemment, avant la guerre, parce qu'il y a eu plusieurs vagues de purges. Ces purges ont quasiment éliminé 2 tiers ou 4/5 des effectifs de ces services. Il y en avait très peu. Donc, pour le politique, par exemple, Staline était obligé de créer l'école spéciale pour formation des espions en 1939. Ils ont essayé de fabriquer à va-vite les espions, mais ça n'a pas marché beaucoup. Ce qui fait que, par exemple, pour les 5 de Cambridge, qui étaient les célèbres espions britanniques qui travaillaient pour l'URSS, par exemple, ils envoyaient à un moment donné beaucoup de documents et à la Lubyanka, il n'y avait personne pour les lire, tout simplement parce que le service était quasiment décapité, inexistant. En revanche, celui de l'armée, il était existant, mais pendant l'armée, il y a aussi la partie de contre-espionnage qui a dominé, puisqu'il y avait la dénomination de service qui est passée au SMERSH, donc Smertspionum, la mort aux espions, et bien évidemment, c'est le premier but des services secrets à cette époque-là, c'est avant tout de contrer en fait l'effort d'espionnage de Hitler, de nazis, ou de Japonais dans l'autre théâtre de guerre. Et après seulement d'essayer de recevoir de renseignements à l'extérieur. Et donc, en fait, ça a commencé vraiment à se développer après la guerre, pendant la guerre froide, parce que la guerre froide, par définition, c'est la guerre des espions. Donc tout ça a permis et au KGB et à la GRU de se développer, tout en sachant que, par exemple, Khrouchtchev, il détestait le KGB et donc, à la limite, il devait presque la priorité à la GRU. Et puis, il y a une autre différence par rapport aux deux services, c'est que
C'est une différence, à mon avis, structurelle. Parce que, en fait, l'armée, c'est plusieurs millions de personnes en URSS. L'armée est divisée à partir de toutes petites unités. Donc, vous avez une section de 10 personnes. Cette section fait partie d'un peloton qui se compose d'une trentaine de personnes. Et déjà, à partir de compagnies, vous avez déjà une section de renseignement, c'est-à-dire d'éclairage. En fait, les éclaireurs qui vont aller vers les lignes ennemies pour savoir qui on a en face et comment lutter contre eux. Ce qui fait que la GRU, en réalité, numériquement, c'est un service qui est 2 fois, voire même 3 fois supérieur au service de renseignement extérieur du KGB. Tout simplement parce qu'ils ont déjà des unités sur le sol soviétique. Et donc, sur le sol soviétique, bien évidemment, après la guerre, il n'y avait pas des armées, mais il y avait les circonscriptions militaires. Et chaque circonscription militaire qui se situait le long de la frontière, qui est énorme. L'Union soviétique avait, je crois, 90 000 kilomètres de frontière. Et donc, chaque circonscription militaire qui est en face de son bout de frontière faisait du renseignement sur sa frontière et derrière, sur un pays qui se trouvait de l'autre côté de sa frontière. Donc ça, c'est à partir du territoire du URSS. Donc vous imaginez bien évidemment que ça donne un nombre assez important déjà des officiers qui travaillent dans le renseignement à partir de là, plus la GRU avait aussi donc un appareil central. Il avait son académie, il avait son institut qui préparait aussi, qui formait les espions. Et ces espions-là étaient envoyés comme les espions du KGB pour travailler aussi dans l'espionnage, ce qu'on dit légal, c'est-à-dire sous la couverture des ambassades, des consulats et des représentations de diverses sortes à l'étranger. Et en plus, la GRU avait aussi son service des illégaux. Donc, vous voyez, on arrive quand même à un service qui est super puissant, mais dont on sait beaucoup moins de choses que sur le KGB, parce que le KGB, en fait, il y a eu pas mal de défecteurs, donc il y a eu pas mal de gens qui ont raconté ça, mais en réalité, la seule personne qui a présenté vraiment la GRU au public, c'est donc Vladimir Rezoun, alias Victor Souvorov, de son nom d'écrivain, qui a écrit le célèbre roman qui s'appelle L'Aquarium, dans lequel il présente ce service, y compris comment on devient un espion pour le service militaire, comment on travaille et comment ça se présente. Voilà ce que je peux rajouter. Sergueï, Oui. je place la question des défecteurs, des transfuges de la GRU. Oui. Il y a eu, si ma mémoire est bonne, 3 célèbres cas qui sont connus du grand public, hein, notamment aux États-Unis, mais on les connaît aussi en France, de transfuges de la GRU qui ont joué un rôle très important au cours de la guerre froide. Avant Souvorov, il y a eu Igor Gouzenko. Igor Gouzenko qui était chargé du chiffrage, très important hein, dans le renseignement, à l'ambassade d'Ottawa au Canada, et qui, en septembre 1945, avec sa femme et son enfant, a décidé de devenir transfuge. Il s'est rendu à la police canadienne et il a essayé de raconter son histoire. Et il faut dire qu'on ne l'a pas cru au début parce que c'était complètement invraisemblable. Il avait apporté avec lui des documents qui montraient une partie des réseaux soviétiques d'espionnage en Amérique du Nord, donc ça concernait aussi les États-Unis, d'espionnage atomique. C'est Gouzenko qui a, on va dire, je dirais pas révélé, mais au moins confirmé les soupçons des services de renseignement occidentaux, notamment américains et du FBI. On connaissait un petit peu des choses avant la guerre, mais c'est surtout Gouzenko qui a appris aux Américains tout ça, que les Soviétiques étaient en train d'espionner le projet atomique américain et qu'ils étaient sur le point sans doute de créer eux-mêmes leur propre bombe atomique, leur bombe atomique qui sera testée avec succès, on le sait, en 1949, en avance sur les prévisions les plus pessimistes de la CIA, par exemple. C'est grâce à cet espionnage. Et donc Gouzenko, c'était un agent de la GRU. Gouzenko, on en a un petit peu parlé au cours des épisodes précédents de nos discussions. Il aura pour particularité d'apparaître à chaque fois quand il se montrera dans les médias avec un masque, une sorte de sac sur la tête, parce qu'évidemment, il va craindre pour sa vie, et il va cacher son identité jusqu'à sa mort, en fait. Et ça, c'est le premier grand agent de la GRU grâce auquel on apprend beaucoup de choses, pour la guerre froide en tout cas,
Suvorov, et puis il y en a un autre qu'il faut mentionner, dont on a aussi parlé au cours d'un de nos épisodes, c'est Oleg Penkovsky. C'est ça. Penkovsky, tu te souviens, tu peux nous en dire deux mots? Penkovsky, c'est quelqu'un qui était très important parce que nous en avons parlé. Hein, c'était déjà par son rang, parce qu'il était au rang de colonel, parce que donc il faisait partie de la GRU assez haute, parce que travaillait donc la GRU qui dépend de l'état-major des forces armées de l'Union soviétique. Et puis, par son mariage avec sa femme, il connaissait un certain nombre de maréchaux qui l'adoraient et donc, en fait, qui ne se méfiaient absolument pas quand il posait les questions, puisqu'il savait qu'il était militaire, il était quand même officier supérieur, colonel, il travaillait à la GRU et donc, en fait, entre eux, il n'y avait pas de secret. Et il n'hésitait pas à poser les questions à son beau-père, à ses amis, qui étaient les illustres maréchaux et généraux de l'armée rouge. Et donc, en fait, il était au courant de beaucoup de choses. Et puis, donc on dit, en tout cas, lui, il a présenté comme ça, c'est qu'il avait un ressentiment par rapport à l'Union soviétique parce qu'il y a son père, je crois, qui a été persécuté pendant les purges de Staline. Il y avait aussi une histoire de la guerre, Pendant la de guerre la guerre civile. civile. De la guerre civile, donc en fait, ressentiment après la Révolution, et donc il a dit qu'il avait comment dire, un but idéologique en fait de la lutte interne contre le communisme parce qu'il ne partageait pas le communisme. Il est aussi d'origine ukrainienne, donc il y avait aussi un ressentiment par rapport à Golodomor des années 30, les millions de morts des Ukrainiens qui étaient persécutés. Donc il y a tout un tas de motifs qu'il a avancés pour exprimer sa volonté de trahir de l'intérieur son service et son pays. Et donc il a proposé ses services aux Anglais. Les Anglais ont appelé les Américains. Les deux services ont travaillé avec lui. Pendant plusieurs fois, il est allé à plusieurs reprises en Angleterre et pendant ses missions en Angleterre, donc il a établi déjà le contact clandestin avec ses services. Il leur a fourni énormément de documents et on dit bien évidemment, et nous avons parlé dans une de notre précédentes vidéos, qu'il a joué un rôle très important, sinon clé, en 1962 pendant la crise des missiles de Cuba, parce qu'en fait c'est lui qui a donné l'information aux Américains et aux Anglais, comme quoi Khrouchtchev n'avait pas vraiment la force de frappe nucléaire à cette époque-là, qu'on craignait beaucoup. En fait, les Américains surestimaient la force de frappe soviétique, et Penkovsky a raconté la vraie situation dans ce domaine très sensible. Et en gros, en fait, elle a dit, c'est pas la peine de se monter la tête. En gros, en fait, les soviétiques n'avaient pas vraiment la possibilité de faire une frappe massive. Donc, calmons-nous. Et ça a calmé un peu la crise. Et du coup, on n'a pas eu la Troisième Guerre mondiale. Et pour revenir donc à Booth, on n'est pas évidemment certain à 100%, on n'a pas de documentation irréfutable sur son appartenance pardon, à la GRU, mais on en est à peu près certain. Est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi on en est à peu près certain qu'il ait travaillé pour la GRU? Parce que donc d'abord il a fini l'école qui sert de base de recrutement pour les agents, cet institut des traducteurs militaires, ça c'est la première chose. Une fois lorsqu'il a terminé cette école, donc il a reçu les épaulettes de lieutenant, il a été envoyé en Afrique, là où il y avait un conflit chaud, c'est-à-dire Mozambique et Angola. Donc les gens qui sont envoyés là-bas, bien évidemment, ils sont presque automatiquement recrutés par la GRU ou par le KGB, hein, peu importe lequel des services, ou les deux à la fois. Et donc ça, on peut le dire que c'est quasiment certain que si ce n'est pas tous les traducteurs militaires à l'intérieur de l'Union soviétique n'étaient pas forcément recrutés, mais en réalité, ils étaient tous dans la GRU parce que c'est juste la logique. Imaginez, l'armée, en temps de paix, l'armée soviétique vous donne à apprendre l'anglais ou le français ou l'espagnol. À quoi ça va servir à cette armée, un traducteur en français, en anglais ou en espagnol, sinon pour le renseignement? Parce que, bien évidemment, à l'intérieur de l'Union soviétique, il n'y a aucun besoin d'utiliser ce genre de traducteur. Et de toute façon, nous aussi, au MGIMO, on avait par exemple la faculté, la chaire militaire. On faisait en parallèle notre préparation en tant qu'officier de réserve. On recevait le grade de lieutenant. On devenait militairement les traducteurs militaires. Et en temps de guerre,
bien évidemment, on rentrait tous dans les effectifs de la GRU, automatiquement, parce que c'est le service qui a besoin de ces traducteurs. Et en plus, donc ça c'est déjà automatiquement, je dirais que c'est la logique militaire qui le veut. Et puis une fois quand on vous envoie à l'étranger, bien évidemment, je vais corriger un peu mon micro parce que là, j'ai oublié ça et donc il y aura peut-être un tout petit peu, un petit trou, on va écouter un peu moins. Donc utilisez les sous-titres pour voir ce petit bout qui vous a manqué au niveau du son. Et donc on continue. Et, bien évidemment, quand on vous envoie à l'étranger, vous vous retrouvez en plein dans les effectifs de la GRU. En plus, c'est les conflits militaires, donc on utilise les militaires comme les consultants. Il faut traduire ce qu'ils racontent à nos frères idéologiques pour Parce qu'il faut quand même, juste une seconde, il faut préciser quand même que depuis le milieu des années 70, 1970, l'Union soviétique était intervenue dans un certain nombre de conflits en Afrique. On était dans un contexte de nouvelle vague de décolonisation, avec notamment des anciennes colonies portugaises, Angola et Mozambique, qui étaient plongées dans la guerre civile. Il y avait des factions marxistes qui se revendiquaient du marxisme, du modèle soviétique, et qui avaient appelé à l'aide, entre guillemets, les soviétiques, qui étaient très contents de leur fournir des conseillers, des armes, pour évidemment s'implanter sur le continent africain. Ce qui a valu d'ailleurs, entre parenthèses, à Brejnev le surnom de Brejnev l'Africain, ce dont je parle dans mon livre, dans la biographie de Brejnev, qui est un petit peu critiquable, mais néanmoins, l'implication des forces soviétiques, notamment du renseignement soviétique en Afrique, s'amplifie considérablement. Ça commence dans les années 60, bien sûr, la décolonisation du Congo, mais ça s'amplifie considérablement dans les années 70 et ça se poursuit dans les années 80 quand Booth va être envoyé effectivement sur place. Donc, il y a un vrai rôle à jouer, un rôle géopolitique, stratégique dans ces anciennes colonies portugaises. Donc, Booth apprend le portugais, il devient lusophone, d'accord? Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est là qu'il fait connaissance, si l'on se fie donc aux informations qu'on trouve en libre accès, qu'il rencontre sa future femme. Voilà, et avec laquelle il va se marier au début des années 90 aussi. C'est ça. Et donc, quand on parlait d'ailleurs de la GRU et de l'histoire de Penkovsky, il faut bien le dire que, en fait, la GRU était presque la majorité de son temps après la Deuxième Guerre mondiale dirigée par les anciens du KGB. Parce qu'il y avait d'abord un certain Sirov, un certain Ivan Sirov, qui était un dirigeant du KGB. Premier dirigeant du KGB. Premier dirigeant du KGB que Khrouchtchev a mis en 1955, je crois, à la tête. C'était son protégé. C'est ça. Mais je crois qu'à la tête de la GRU, Khrouchtchev l'a mis en 58. Oui, c'est ça, il l'a mis plus tard. De 58 jusqu'à 63, parce que justement en 63, on a découvert cette histoire de Penkovsky. Donc Serov a été sanctionné très durement parce qu'il était général d'armée et donc on lui a enlevé quasiment toutes les étoiles, on lui a laissé juste une étoile. Il est devenu général-major. On a poussé à la retraite et on lui a enlevé toutes les décorations et elles étaient nombreuses, croyez-moi. Et après, pour le remplacer, une fois, lorsque il y a eu 2 ou 3 personnes entre-temps, et puis après, Khrouchtchev a mis un certain Piotr Ivachoutin, qui était aussi un ancien du KGB, et qui, lui, est resté de 63 à 87. Et d'ailleurs, il a mené une carrière extraordinaire parce qu'il a fait la deuxième carrière militaire. Il a fait d'abord la carrière militaire au KGB, en arrivant au premier adjoint du président du KGB, et puis après, il était directeur général, enfin directeur général de la GRU jusqu'à 1987. Donc ça, c'est un record en fait de la personne qui est restée à la tête de la GRU. Et alors, Sergueï, je voulais rebondir sur ça, parce qu'on parle beaucoup d'une concurrence, d'une rivalité qui a existé depuis longtemps entre les services de renseignement civil, donc à l'époque soviétique, le KGB, et la GRU. Il y a une rivalité très importante qui aurait existé, et même chez les gens du KGB, il y avait une forme de mépris pour les agents de la GRU. Je crois qu'ils les surnommaient sapagui, les bots. C'est ça, les bots. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu te souviens, à ton époque, il y avait cette forme de mépris?
Absolument, absolument, c'est ça. D'ailleurs, il y avait le mépris réciproque, bien évidemment, parce que Comment est-ce qu'on ils nous, appelait les gens du KGB alors? ils nous, je ne sais pas comment ils nous appelaient eux, mais nous, on les appelait les sapogis, ça c'est sûr et certain. Souvent, en fait, on se retrouvait aussi sur le terrain comme concurrents, parce qu'on utilisait à l'étranger, dans les residentura, dans les antennes étrangères du renseignement extérieur, on utilisait quasiment les mêmes couvertures. Et donc, souvent, il y avait une antenne de GRU et une antenne du KGB. Et entre elles, il y avait la concurrence très sévère. En principe, on devait chacun travailler dans son domaine, c'est-à-dire les militaires devaient recruter les sources militaires et le KGB les sources économiques et politiques. En réalité, ça ne se respectait ni par la GRU ni par le KGB, et donc c'est le premier qui recrutait la source, il se la gardait et voulait surtout pas appliquer la règle de partage entre les services. Voilà, mais je crois que dans plusieurs pays, il y a la même chose qui existe. Il y a une guéguerre entre les services et donc l'Union soviétique n'était pas une exception. Tout à fait, tout à fait. Pour avancer un petit peu dans notre sujet, parce que le temps passe, faisons donc un petit saut dans le temps. Donc, on sait que Victor Bout, il s'est rendu célèbre en tant que trafiquant d'armes. Il a, Non, attends. Il s'est pas rendu tout de suite célèbre en quelque sorte comme trafiquant d'armes parce qu'il a fait sa carrière d'abord dans le civil. Et en réalité, en fait, Victor Bout, c'est un génie de commerce, il faut bien le dire. Parce qu'une fois, lorsqu'il se retrouvait au Mozambique et en Angola, il a vite compris en fait que l'URSS disparaissait, que l'armée disparaissait, et il a tout de suite senti que cette disparition du URSS ouvrait des choses extraordinaires, mais il ne s'est pas tout de suite plongé dans la vente d'armes, puisqu'il fallait avoir du fric. Et son fric, il a pris il a fait un prêt, enfin, il a obtenu un prêt de quelques centaines de milliers de dollars. Il a acheté deux vieux avions qui, deux Antonov. deux Antonov ou trois Antonov. Et avec ces avions, il a commencé d'abord à faire le commerce des fleurs. Et donc, il achetait des glaïeuls en Afrique du Sud. Il les achetait 1 dollar ou 2 dollars la pièce. Et il les revendait en Arabie Saoudite 100 dollars la pièce. Vous imaginez Antonov qui prend 20 000 tonnes, non, 20 tonnes de fleurs. Donc, vous imaginez combien de millions ça lui a apporté chaque livraison. Et donc, très, très rapidement, il est devenu très riche. Il a continué à acheter des avions. Et au bout d'un an ou d'un an et demi, il s'est retrouvé à la tête d'une flotte de 160 avions avec de 1000 personnes sous ses ordres. Et bien évidemment, d'abord, il fallait les remplir, ces avions. Il fallait les faire circuler. Donc, évidemment, il transportait autre chose que les fleurs. Mais il s'est dit, puisque les fleurs, ça donne ça, qu'est-ce qui peut être encore plus rentable que ce genre de produit? Parce que les fleurs, on sait très très bien, c'est périssable. C'est encore Jacques Brel qui chantait « Je vous apporte des bonbons parce que les fleurs, c'est périssable ». Et donc, bien évidemment, il a compris que la concurrence était rude, c'était éphémère. Et donc, soit il fallait tourner vers la drogue, soit il fallait tourner vers les armes. C'est un type qui est en fait assez cynique finalement, hein. Tu nous le décris comme ça, hein. Parce Il s'en fiche complètement de ce qu'il vend. Souvent, en fait, j'ai trouvé quelque chose, je crois, qui est valable pour lui. À mon avis, s'il se retrouvait en enfer, il organiserait un commerce avec le diable pour lui vendre les âmes, pour vendre du feu, pour vendre du charbon, pour faire marcher les fours, les fours en enfer. Et donc, voilà, c'est quelqu'un qui est un génie. Et bien évidemment, il a senti tout de suite que cette armée qui était l'URSS en dislocation, l'armée en déliquescence, parce qu'à cette époque-là, les militaires n'étaient pas payés. Il n'y avait pas de solde. Et donc, en fait, tout le monde vendait, traficotait plus ou moins quelque chose pour tout simplement survivre. Et après, il y avait un changement géopolitique énorme, c'est-à-dire que les anciens pays du pacte de Varsovie sont devenus les pays complètement indépendants et souvent tournés plutôt vers l'Occident. Donc, ils ont exigé le départ des présences militaires en fait soviétiques sur leur sol, style en Allemagne, en Tchécoslovaquie, en Pologne, etc. Et donc toutes ces armées partaient avec souvent ne sachant pas quoi faire de tout le matériel qu'ils possédaient et organisant déjà des trafics.
Et là, Booth, très jeune, il avait 25 ans, hein, il avait 25-26 ans, très très jeune, il a compris qu'il y avait une énorme filière, un énorme filon par rapport auquel il fallait saisir cette opportunité, cette occasion. Et surtout, comme il connaissait le système de l'armée, puisqu'il était officier, et puisqu'il connaissait des gens à l'AGROU, et puisqu'il connaissait les gens à l'état-major de l'armée, donc très très vite, il s'est fait, avec l'argent qu'il possédait, et il a su en fait corrompre tous ces gens-là pour des cacahuètes, hein, parce qu'à cette époque-là, vous pouvez acheter un grand général pour 1000 $, en fait, pour quasiment rien. Et il était prêt à vous vendre n'importe quoi qui était sous sa responsabilité, parce que souvent, vous imaginez par exemple un commandant une division, un général, il devait nourrir sa division et ses officiers et ses soldats, il n'avait plus de budget, donc il devait se débrouiller, et ça avant de commencer de s'enrichir lui-même. Ce qui est aussi un motif dans l'armée. Et Booth, il a saisi tout ça, et là, il s'est lancé dans un truc extraordinaire. Il faut quand même rappeler aussi le contexte, là c'est le rôle de l'historien, on va dire, à partir de la fin des années 80. Ça commence vraiment en 1987 avec la signature du fameux traité INF, fameux pour les gens qui s'intéressent à cette période, le traité portant sur les missiles à portée dite intermédiaire. Donc Gorbatchev, qui était à l'époque le secrétaire général, s'est rendu à Washington pour signer ce traité très important dans l'histoire du désarmement. Que signifiait au fond ce traité? Il signifiait que réellement, il n'y avait plus de raison d'existence de cette guerre froide et il n'y avait surtout plus de raison pour le complexe militaro-industriel soviétique d'exister. Il n'y avait plus de danger de troisième guerre mondiale parce qu'il faut s'imaginer que depuis les années Staline, la propagande soviétique n'a pas arrêté de dire aux soviétiques qu'il y avait toujours un risque de troisième guerre mondiale, que les Américains préparaient cette guerre, qu'ils pouvaient toujours attaquer, qu'il fallait toujours rester au niveau des dernières technologies militaires. Ça s'appelait la course aux armements, n'est-ce pas? Et donc, c'est sous Gorbatchev que cette rhétorique, cette propagande militariste disparaît. Les militaires on leur coupe en quelque sorte l'herbe sous le pied et le complexe militaro-industriel énorme qui recevait d'énormes subsides de l'État soviétique, finalement ne leur donne plus d'argent. Donc il faut absolument qu'ils trouvent un débouché pour cet énorme stock d'armes qui s'est accumulé au fil des ans. Il n'y a pas que les armes nucléaires, évidemment, en ce qui concerne Booth, il y a aussi des armes telles que les Kalachnikov, par exemple, hein, les armes de poing. Voilà, et il faut trouver de l'argent. Et tu as bien sûr bien fait de parler du fait que les troupes soviétiques doivent quitter les pays auparavant dits frères, les pays communistes, notamment l'Allemagne de l'Est. Ils rentrent chez eux, ils se cherchent des points de chute, ils ne savent pas quoi faire, ils se trouvent dans des situations matériellement souvent dramatiques. Et c'est là que des gens comme Booth, parce qu'il est évidemment loin d'être le seul, vont commencer à faire du business, à faire des affaires avec les armes. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on va en faire de tous ces armes? Tout à fait. Et donc, il commence, ne soyons pas méprisants par rapport au Kalachnikov, parce qu'il commence bien évidemment par vendre les armes de poing, les Kalachnikov, mais très vite, il est quand même génial en quelque sorte, parce qu'en fait, il n'a pas de limite à son imagination. Donc, il va vendre aussi les complexes de protection antiaérienne, il va vendre des chars, il va vendre des blindés, il va vendre tout ce qui peut se vendre. À la limite, s'il se procurait une arme nucléaire, il la vendrait aussi à n'importe qui, y compris à des groupes terroristes. Et souvent, donc bien évidemment, ses clients, c'est les gens qui sont peu regardants sur ces ventes. Et donc, bien évidemment, c'est les groupes, soit les rebelles, style ceux qu'il a connus déjà en Afrique, à Mozambique et en Angola, mais dans d'autres pays d'Afrique, parce qu'il y a toujours des conflits quelque part. Et puis, il y avait le conflit en Afghanistan, qui continuait toujours, même si l'armée soviétique s'est retirée en 1989. Mais il y avait les talibans, il y avait Massoud au nord, donc il y avait disons, le gouvernement officiel du Taliban d'Afghanistan qui menait la lutte
contre les deux. Et donc, tout le monde avait besoin d'armes. Et Booth, il est quand même quelqu'un qui est tellement cynique et qui n'a vraiment aucune limite par rapport à ça, qu'à plusieurs reprises, il fournissait les armes aux deux camps. Et il y a une célèbre histoire dans laquelle il devait livrer les armes aux talibans. Il a été déjà payé, mais en faisant cette livraison, il est tombé entre les mains de commandant Massoud, ou l'inverse, je m'en souviens plus. Et donc, il a essayé, il a en fait échappé même à la mort parce qu'on voulait le fusiller tout simplement, on le tuait parce qu'il était considéré comme un traître ou un mauvais commerçant. Et finalement, il s'en est sorti. Il a commencé à commercialiser avec les deux ou les trois. En fait, il fournissait souvent les trois camps ou n'importe quel camp qui se battait pourvu qu'on le paye. Et quand on n'avait pas la possibilité, par exemple, pour un certain nombre de pays africains, de le payer cash en dollars, bah à ce moment-là, débrouillez-vous, qu'est-ce que vous avez? Et donc, il y a eu aussi une histoire de diamants. Souvent, ça a commencé par les petits diamants qui étaient comme ça, en fait, une sorte de possibilité de s'en sortir. Et puis, il s'est retrouvé avec tellement de diamants sur le dos dont il ne savait pas quoi faire, surtout qu'il y avait les sanctions contre ces diamants de sang qui étaient quand même dans les conflits très meurtriers. Et donc, il a pensé même organiser, je crois qu'il a même organisé une fabrique de traitement de ces diamants pour éliminer en fait leurs traces, parce qu'en fait, en gros, tous les diamants sont traçables, mais il suffit de les couper en deux, en quatre, etc. Et ça change complètement. Voilà, donc c'est quelqu'un qui est assez génial, mais surtout, parce que là, on dépicte quand même quelqu'un qui est sans foi ni loi, mais dans la guerre, rien n'est jamais noir et blanc. Oui, non, Rien n'est. bien sûr. Bien sûr, rien n'est jamais noir et blanc. Pourquoi d'ailleurs il a eu des clients essentiellement pardon, en Afrique? C'est que évidemment le continent africain, surtout subsaharien, il est connu pour ses nombreuses guerres civiles à répétition. Dans le Sierra Leone, je crois que ça a duré quelque chose comme 11 ans. Il a eu des réseaux partout, encore une fois. Il s'est fait des amis partout. Il a eu, à mon avis, hein, je ne le connais pas évidemment, et on a assez peu d'informations personnelles sur cet homme qui, il faut le souligner, hein, est allé jusqu'à cacher des détails sur sa famille. On ignore par exemple qui étaient vraiment ses parents. On ignore précisément sa date de naissance. Alors on écrit que c'est en janvier 1967, mais on n'en est pas sûr à 100%. Donc c'est quelqu'un qui a su dissimuler sa véritable identité pendant longtemps, et surtout, c'est très important de le souligner, qui a eu ce talent extraordinaire, si on peut l'appeler talent, hein, pour échapper aux sanctions, aux arrestations. Pendant les années 90, il a déjà contourné de très nombreuses sanctions. Il vendait des armes de manière illicite. Il faut savoir que la vente d'armes, il y a une partie de cette vente d'armes dans le monde qui est tout à fait licite, qui est autorisée. Mais lui, il a fait dans cette espèce de zone grise, mi-légale, mi-illégale, et à chaque fois, il est parvenu à échapper aux arrestations parce qu'il y a eu quand même des mandats d'arrêt internationaux lancés contre lui, notamment à la fin des années 90, début 2000, par Interpol. Je crois que c'est les Belges qui ont lancé cet appel à Interpol. Et là, on va faire intervenir. Pourquoi les Belges? Alors pourquoi les Belges, justement? Parce que Parce que les diamants. les diamants. On y Parce revient que toujours. la Belgique, c'est une ancienne colonie, enfin, ils avaient des anciennes colonies en Afrique, donc il était présent, plus la Hollande qui est à côté, donc en fait, c'est la plaque tournante en verre qui est la plaque tournante pour les diamants, et c'est pour ça, c'est la Belgique qui a lancé son mandat d'arrêt. Il a lancé un mandat d'arrêt. On était à un moment donné, je crois en 2003, à deux doigts de l'arrêter. Il devait atterrir à Athènes, et c'est là qu'interviennent les États-Unis. C'est très important, parce que les États-Unis, on sait qu'ils l'ont arrêté, n'est-ce pas? La DEA, la Drug Enforcement Agency, a contribué à son arrestation en Thaïlande en 2008. Il a été condamné en 2011. 2010, il a été extradé vers les États-Unis. 2011 ou 2012. 2012, il a été condamné aux États-Unis. Et que les États-Unis, pendant très longtemps, eh bien, ils ont travaillé avec Booth. Il les a aidés en Afghanistan et en Irak. Il a mis sa société au service des Américains pour le transport, notamment de biens, de marchandises. Pas d'armes, il me semble, hein, mais il a beaucoup travaillé avec eux. Et donc, cette fameuse fois où il a failli être arrêté en atterrissant à Athènes, il aurait été prévenu par les services secrets américains, il aurait été alerté pour qu'il échappe à l'arrestation. Il s'enfuit. On n'en a pas la preuve, mais il y a un faisceau de preuves concordantes. Et jusqu'en 2004,
et en pratique même jusqu'en 2007, il a été aidé par les services secrets américains, parce qu'il faut ici rappeler quelque chose de très important, c'est que les Américains, les États-Unis, c'est le premier pays pour la vente d'armes dans le monde, suivi par la Russie d'assez loin quand même. Ensuite, il y a énormément d'organisations privées militaires américaines qui travaillent avec le Pentagone, hein, c'est le fameux complexe militaro-industriel, parce qu'on parle toujours de Wagner, la fameuse société russe fondée, subventionnée, administrée aujourd'hui par Prigogine. Mais côté américain, il y a énormément de sociétés privées qui travaillent avec le complexe militaro-industriel et qui ont collaboré pendant longtemps avec Boot. Et elles ont collaboré avec Boot tant que Boot, on va dire, était relativement fréquentable. Et puis vient un jour, en 2006, où Boot devient infréquentable. C'est le jour où les services américains découvrent, parce que la CIA était au courant bien sûr, découvrent que Boot a aidé le Hezbollah. Et Ouais. là, évidemment, ça fait désordre. Oui, mais si c'était aussi simple, ce serait moins intéressant parce qu'en réalité, il y a autre chose aussi. C'est-à-dire qu'il a travaillé avec plusieurs services de renseignement, y compris, puisqu'on fait une émission pour notre public francophone, il a travaillé aussi avec les services de renseignement français. Et donc, il y avait déjà quelqu'un qui était à la DGSE, qui travaillait en Afrique du Sud, qui était chargé de la mission d'ailleurs de savoir ce que c'est Boot, parce qu'il il est rentré dans tous les radars, en fait, dans tous les services du monde, parce que bien évidemment, quand vous êtes dans les conflits, qui sont les conflits, ce qu'on dit chauds, bien évidemment, il y a tous les services du monde qui sont sur le terrain, qui vous regardent et qui vous repèrent et qui veulent entrer aussi, savoir ce que vous faites et savoir comment en profiter. Parce que les services secrets n'ont pas non plus énormément de moralité dans ce qu'ils font. Et donc, à la limite, les trafiquants d'armes ou les trafiquants de drogue ou les trafiquants de ce que vous voulez, les services les utilisent et souvent les utilisent comme source d'information ou comme les aidants. Donc, par rapport à ça, c'est pas quelque chose dont il faut s'offusquer parce que les espions, déjà, ils font des choses illégales. Et les Français. Concerne la France, justement, la France avait beaucoup d'intérêt en Afrique, évidemment. C'est ça, bien évidemment, en Afrique. Et concrètement, il a transporté aussi les troupes françaises qui intervenaient dans le conflit au Soudan. Et là, c'est pas très glorieux pour les Français parce qu'ils ont quand même participé à Rwanda aussi. Et Rwanda, pendant l'époque de génocide, et les Français, en fait, on leur reproche presque, si c'est pas de participer directement, mais au moins de laisser faire parce qu'en réalité, il ne servait à rien et à la limite, même le conflit a augmenté dès que les Français étaient présents sur le terrain pour séparer les deux camps, ce qu'ils ne faisaient pas. Et pour couronner tout, pourquoi j'ai parlé aussi d'Afrique, parce qu'il a aussi transporté les missions humanitaires pour l'Organisation des Nations Unies, pour l'ONU. Pour l'ONU. Et donc, c'est pour ça, d'ailleurs, il n'est pas noir et blanc. C'est difficile, c'est pour ça. Il a eu des protections. Et c'est pour ça qu'il a échappé à autant de poursuites. Et même quand les Américains, tu as parlé en 2006, mais il n'a pas arrêté qu'en 2008. Ça veut dire 2 ans plus tard. Et encore, ce n'était pas un truc, ils n'ont pas arrêté tout simplement sur le terrain, là où ils se trouvaient en 2006. Non, ils ont monté une opération spéciale. Est-ce que tu peux nous raconter, est-ce que tu sais de quoi il s'agissait? Alors, c'est une opération, évidemment, qui a fait, on va dire, les choux gras de la presse et on en a parlé énormément à la télévision. On a fait des documentaires là-dessus, on en trouve facilement sur Internet. J'ai mis un lien d'ailleurs dans mon fil Twitter. C'est une opération destinée à le piéger. Hein. On a utilisé un de ses anciens collaborateurs pour l'attirer. Donc, c'est des agents de la DEA, de la Drug Enforcement Agency, pardon, ouais, qui se sont fait passer pour des rebelles des FARC, des Colombiens. Des Colombiens, c'est voilà. ça. Pour lui dire, on a besoin de ces armes, est-ce que tu pourrais les envoyer directement dans notre jungle, etc. Enfin, je simplifie. Et il a fini par mordre à l'hameçon. Il a été arrêté au cours de cette opération, il a été piégé par les forces thaïlandaises. Et c'est là qu'il a été ensuite extradé, en fait.
Ça a mis du temps, hein, parce qu'en fait, il y a la procédure judiciaire. Donc, il a passé 2 ans dans la prison déjà en Thaïlande, parce que ses avocats, vous imaginez, il avait beaucoup d'avocats et beaucoup de fric. En Mhm. plus, les Russes, faut pas oublier non plus que les Russes, ils suivaient tout ça, hein, quand même, parce De très qu'il s'est près. fait beaucoup, beaucoup de protecteurs. Et ça, c'était l'époque Poutine. Donc, on dit que son protecteur, c'est Sechin, Igor Sechin, qui est un mania un oligarque et un ami intime de Poutine, parce que bien évidemment, par exemple, Bout, quand il travaillait en Afrique, quand il devait livrer, par exemple, les chars dans les zones rebelles, il fallait utiliser la connaissance des satellites. Il savait, et qui pouvait lui fournir l'information comment fonctionnent les satellites américains, sinon la GRU. Et donc, du coup, il était toujours en liaison avec les services secrets russes. C'est pour ça d'ailleurs que, à la limite, on peut se poser la question pourquoi Poutine a voulu tellement le sortir de prison. Parce qu'à la limite, si on le présentait juste comme un aventurier qui est un freelance qui faisait ses opérations, ça aurait été plus facile. Mais en réalité, non. Il travaillait toujours avec l'État russe, il travaillait toujours avec les services de renseignement russes, et donc il connaît aussi beaucoup de schémas et beaucoup de comptes numérotés sur lesquels dorment encore peut-être des centaines de millions, sinon des milliards. Oui, on peut dire que Boot, c'était en fait une sorte de Prigogine avant Prigogine, C'est hein. ça. Voilà, aujourd'hui, Prigogine a pris une telle importance. En tout cas, il s'efforce de donner l'impression qu'il a pris une telle importance. On ne sait pas exactement ce qu'il en est. Mais avant Prigogine, il y avait Boot, d'accord? Et peut-être que Boot a servi en quelque sorte de modèle aussi à Prigogine. Moi, je ne me souviens pas avoir lu des interviews de Prigogine, on l'avait entendu parler de Boot. Moi, j'attends avec impatience sur Telegram que Prigogine réagisse à ces histoires-là, voilà, à cette histoire et comment ça se sera présenté. Si tu me le permets, j'aimerais tout de suite passer à la fameuse interview, je dis fameuse encore une fois parce que j'en ai parlé dans mon tweet et on en parle énormément en ce moment. Interview évidemment propagande de Boot par Maria Butina. Alors c'est déjà très drôle. On choisit. Attends, juste un petit mot, parce que je voudrais juste rebondir par rapport à ta comparaison entre Bout et Prigogine. Prigogine, c'est une brute. Prigogine, c'est un juvénile qui s'est retrouvé en prison, qui a passé 10 ans en prison, et puis après, qui est devenu cuisinier, et puis après, s'est lancé dans les affaires. Bout, c'est 10 fois plus intelligent. Il a réussi quand même à faire une belle. Il parle 10 langues. Il est absolument comme le poisson dans l'eau à l'international. Il connaît 10 fois plus l'infrastructure russe. Il a 10 fois plus de contacts que Prigogine. Et donc, si Bout revenait, je suis d'accord avec toi, ce serait très intéressant de voir la réaction de Prigogine. Oui, oui. En tout cas, il a inspiré beaucoup de gens en Russie et notamment Prigogine. Pour revenir à cette interview propagande donc, qui a été diffusée par RT il y a quelques jours, il y a un point sur lequel j'aimerais revenir. En tout cas, on va peut-être en discuter plus longtemps, mais euh, Boutina, donc qui est Maria Boutina en fait? C'est une femme, une jeune femme à l'époque où elle était aux États-Unis, passionnée par les armes. Elle avait fondé une association pour le droit de port d'armes en Russie et on a appris par la suite qu'elle avait été utilisée comme agent d'influence à l'époque de la campagne électorale présidentielle américaine, l'élection de Trump en 2016, n'est-ce pas? Et pour infiltrer les élites américaines, en passant évidemment par l'organisation la plus connue qui défend le droit de port d'armes, qui est la NRA. Et donc, cette Boutina avait été finalement arrêtée, elle avait dû plaider coupable, elle avait passé un petit peu de temps en prison, pas beaucoup, et finalement extradée en Russie. Et je crois qu'il n'y a pas eu d'échange, ou je me trompe peut-être, je ne sais plus. Non, je crois elle a été tout simplement libérée, oui. Libérée suite à une négociation, disons. Et ce que je trouve déjà drôle, c'est qu'on ait cette allitération, consonance, Boutina, Bout, c'est un hasard qui est assez drôle. La première chose qu'elle dit, ouais, la première chose qu'elle dit. Alors d'ailleurs, j'en profite pour dire qu'il faut écrire absolument Boutina avec un OU en français, parce que le son russe OU, là, c'est le prof de russe qui parle. Le son OU en français se transcrit par OU. En anglais, en revanche, c'est normal de trouver U, parce qu'en anglais, le son OU russe se transcrit par U. Voilà, petit détail. Ensuite, donc Boutina, elle commence par dire, vous avez été arrêté, Victor Anatolievitch, parce que vous étiez russe. C'est pour cette raison que vous avez été arrêté, que vous avez fait de la prison. Et j'aimerais m'arrêter sur ce point assez intéressant. Alors, est-ce qu'on peut le présenter vraiment comme russe?
il est né, d'après ce que l'on sait, au Tadjikistan, à Dushanbe, à l'époque soviétique, donc en 67. Et puis on sait surtout, on est à peu près sûr de cela, qu'il est en fait ethniquement ukrainien. Absolument. Ukrainien. Donc il est russe parce qu'il a un passeport russe, il a changé de passeport pendant longtemps, il était ukrainien déjà ethniquement, mais surtout il avait un passeport ukrainien. Est-ce qu'on sait des choses sur ça, sur son origine ukrainienne? On sait peu de choses. Il faudra peut-être qu'on rappelle à nos auditeurs que donc l'Union soviétique, c'était un pays dans lequel il y avait énormément de nationalités dans le sens ethnique du terme, et que nous, en russe, on fait la différence entre l'ethnicité et la nationalité. Donc, il est russe de passeport, de citoyenneté, mais on peut être, comme le géorgien Staline était soviétique. Mais souvent, en Occident, on appelle russe parce que, en fait, c'est tout simplement un passage. Et il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à comprendre cette complexité nationaliste et ethnique, ce mélange énorme qui existait en URSS et qui continue à exister en Russie. Donc, sur ça, il y a peu d'éléments, mais effectivement, c'est une petite anecdote qui est très sympathique. Parce que pourquoi Boutina ne dit pas qu'il est ukrainien? Parce qu'en russe, il existe en fait deux mots, hein. Quand on veut dire que quelqu'un est ethniquement russe, on va dire ruski. Et si on veut dire qu'il est de passeport russe, on va dire россиянин, d'accord? Simplement de citoyenneté russe. Si on voulait inventer le nom, d'ailleurs, je vais le proposer à l'Académie française d'inventer le nom qui s'appelle russien. Donc russe ethnique ou russien comme citoyen de la Fédération de Russie. C'est pas mal du tout, ouais, effectivement. Et donc, elle évite de dire ukrainien, alors qu'elle sait certainement qu'il est ethniquement ukrainien. Pourquoi est-ce qu'elle évite de le dire, selon toi? Bah, bien évidemment, il évite de le dire parce qu'il y a le conflit entre la Russie et l'Ukraine, et parce que l'Ukraine, s'il était ukrainien, peut aussi le réclamer. Je ne sais pas, il aura du mal aussi à travailler contre son pays, s'il considère l'Ukraine son pays d'origine. J'avais une autre idée. Ah oui, parce que tu as parlé en fait de cette question que Boutina lui pose par rapport à sa russicité, grâce à laquelle ou à cause de laquelle il s'est retrouvé en prison. Et en fait, il donne quelque chose qui est assez marrant parce qu'il dit, mais vous savez, en prison américaine, j'ai jamais senti une russophobie. Ce qui peut paraître comme ça, en fait, ce qu'il voulait dire, c'est qu'on ne voulait pas me rejeter, en fait, j'étais intégré, il n'y avait aucun problème en la prison, etc. Mais en réalité, c'est quelque chose qui colle très, très mal avec la propagande actuelle, parce que l'Amérique, effectivement, c'est le danger, l'ennemi, le principal ennemi des Russes. Et quand il dit que finalement, il n'y a pas de russophobie dans les prisons américaines, il donne la preuve qu'en réalité, tout est inventé par la propagande poutinienne. Évidemment, donc c'est une mise en scène, toute cette interview, avec quelques fausses notes, hein, évidemment, notamment effectivement cette histoire de russophobie, parce que l'objectif, encore une fois, de la propagande russe aujourd'hui, c'est de présenter tout ce qui est dit sur la Russie aujourd'hui comme le résultat de cette espèce de racisme anti-russe, n'est-ce pas? Que tout ça et les accusations sur la guerre en Ukraine, des crimes russes, sont dénués de fondement. En réalité, on en veut d'abord aux Russes parce qu'ils sont russes. Voilà, cette espèce de russophobie, c'est un argument qui est apparu avec Poutine, hein. On n'a pas eu à l'époque soviétique, on a évidemment un fond anti-américain qui est ressorti aujourd'hui et qu'on resserre à toutes les sauces, qui existait déjà à l'époque soviétique. Mais en ce qui concerne cette russophobie, c'est ce terme, cette notion et l'emploi qui en est fait, c'est quelque chose qui est vraiment proche qui est, de nous, et c'est propre à la période de la nouvelle guerre froide, de cette période qui apparaît dans les années 2007-2008 en fait. Ce qui est logique, parce que du temps de l'Union soviétique, en fait, il y avait deux blocs idéologiques. Il y avait le bloc idéologique communiste, qui était dirigé par l'Union soviétique et par d'autres pays qui ont essayé d'appliquer ce modèle, plus ou moins avec beaucoup d'échecs. En fait, il n'y a aucun pays qui a réussi réellement, hein, parce qu'on ne peut pas dire que même si la Chine continue à exister avec le Parti communiste, que c'est grâce au communisme qu'elle a réussi son modèle. En fait, c'est la réussi son modèle, c'est grâce à l'économie de marché qui est
est capitaliste a priori, hein, en fait, le modèle qui est appliqué en Chine. Et la Russie, qui s'est retrouvée à la dislocation du URSS toute seule en tant que république, elle se cherchait en fait à une nouvelle idéologie. Et la seule idéologie que Poutine a trouvée, c'est cette idéologie russe, parce que sinon, il y avait aussi l'idéologie eurasiatique, dont les représentants, le fameux représentant était Douguine, qui disait que la Russie devait servir de pont entre les deux continents, le continent européen et le continent asiatique, mais qui avait un développement très particulier parce qu'elle était ni asiatique ni européenne. Et donc c'est un modèle qui lui permettait d'exister, d'où d'ailleurs les deux têtes de l'aigle qui figurent sur l'emblème de notre pays, les deux têtes qui regardent à gauche et à droite, c'est-à-dire à l'est et à l'ouest, en Orient et en Occident. Mais finalement, cette recherche d'idéologie, ils n'ont rien trouvé que le nationalisme russe. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que cette idéologie est nationaliste, donc elle est dans rejet de tout ce qui est étranger. Et avec cette idéologie, il essaie de faire l'amitié avec les pays d'Afrique. Et en plus, il y a un racisme envers les Noirs qui est présent en Russie. Et ça m'amuse, en quelque sorte, en fait, les Africains qui ne comprennent pas cette duplicité, ce mensonge. En fait, ils ne comprennent pas que les Russes sont nationalistes et racistes envers eux. Et ce qui les intéresse, c'est les matières premières qui pillent autant que les Américains, les Français, les Belges et autres Portugais ou Espagnols qui étaient avant eux. Et il y a aussi évidemment un très important fond de xénophobie qui existe en Russie. C'est-à-dire que la Russie aujourd'hui, c'est quand même des millions de ce qu'on a appelé les minorités nationales et qui aujourd'hui payent le tribut le plus lourd en Ukraine. D'ailleurs, c'est celles qui sont le plus envoyées en Ukraine, les Bouriates, les Tchétchènes, etc. Donc eux également sont souvent la cible d'attaques xénophobes. C'est quelque chose qui est monté en flèche au cours des années Poutine, en fait, et surtout avec la crise économique. Je voudrais revenir au point qui, à mon avis, peut paraître aussi très important, c'est celui de l'échange. L'échange donc de Boot contre Greiner, la basketteuse américaine, vapoteuse, n'est-ce pas, accusée et condamnée comme pour trafic de cannabis, n'est-ce pas? Donc c'est un échange inégal, évidemment, et on se dit, mais comment les États-Unis ont pu accepter de faire cet échange avec un type qui a été condamné à 25 ans de prison, donc qui a fait moins de la moitié, qui a fait 11 ans de prison, mais c'est quand même un type vraiment peu recommandable, un criminel, on va dire, d'une toute autre ampleur, n'est-ce pas, que quelqu'un qui a commis ce petit délit, cette basketteuse. Alors pourquoi, selon toi, il y a eu cet échange qui a finalement été fait? Avant de parler de l'échange, je voudrais parler peut-être des conditions d'arrestation de Brittney Griner, parce que vous imaginez, elle est invitée par un club de basketball russe. Donc, elle a un manager, elle a les gens qui la suivent. Les personnes qui la suivent sont au courant de sa personnalité, y compris de son dossier médical. Donc, ils savent que médicalement, elle a une autorisation aux États-Unis d'utiliser le cannabis sous sa forme, bien évidemment, médicale, donc comme vapoteuse, et ils le savent ça. Ils ne la préviennent pas que ça, c'est interdit en Russie. Donc, en quelque sorte, ils la piègent. Et quand elle est piégée, donc quand elle arrive à Sheremetyevo, donc il y avait deux solutions. Soit en découvrant cette matière illicite dans ses bagages, on pouvait tout simplement la refouler, lui dire, vous partez puisque vous avez une matière interdite en Russie, vous rentrez chez vous. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on pouvait lui confisquer cette matière et lui imposer une amende. Mais non, les Russes l'ont arrêté, l'ont mis en prison, l'ont jugé et lui ont donné 9 ans de prison pour quelque chose qui était manifestement pour son usage personnel. Ça veut dire dans aucun pays de l'Occident, dans aucun pays démocratique, personne ne reçoit une telle punition par la prison pour un fait aussi insignifiant. Et en plus, elle avait bien évidemment la prescription médicale délivrée par un médecin
qui lui disait que c'est quelque chose qui est tout à fait exceptionnel parce que ça existe. Et les Russes le savent, parce que quand vous avez, par exemple, dans le sport, les choses qui sont considérées, par exemple, les corticoïdes qui sont considérés comme dopage, mais si vous avez de l'asthme, en fait, les médecins, y compris du Comité international olympique, vous permettent de participer aux compétitions en faisant une exception. Et donc, tout ça, c'était juste un piège. Les Russes avaient besoin d'une Américaine célèbre pour la trader. Et d'ailleurs, ils l'ont arrêtée une semaine avant le commencement de la guerre. Donc on se demande déjà si ce n'était pas vraiment un piège pour avoir déjà une Américaine juste un En tout petit peu otage. avant, prendre une Américaine en otage. Et après, l'échange contre Booth, bien évidemment, une sportive, double champion olympique, une étoile extraordinaire aux États-Unis, une noire, une lesbienne, donc l'icône, enfin l'icône très populaire aux États-Unis. Donc par rapport à ça, sa valeur humaine est 1000 fois supérieure à celui de Booth, qui est juste un cynique, un criminel, un vendeur d'armes qui, même aux yeux des Occidentaux, ne représente absolument rien. C'est un criminel qui ne mérite que de passer ses 25 ans en prison. Mais le problème, c'est que les États-Unis, en fait, l'estime de la vie humaine est complètement différente en Russie et aux États-Unis. Et les États-Unis, ils se font un honneur de faire sortir n'importe quel citoyen américain où qu'il se trouve et le faire rentrer au bercail. Bon, après, nous ne sommes pas naïfs. Hein. Cette année, il y a eu les élections de midterm aux États-Unis. Et donc, bien évidemment, l'administration Biden, qui était un peu en difficulté, comme toute administration à mi-mandat, risquait de perdre ces élections. Et Biden voulait la faire entrer avant les élections parce que ça lui donnait éventuellement des points pendant cette élection. Poutine le comprenait très très bien. Donc, du coup, il a fait tout traîner cet accord pour dépasser les élections. Une fois, lorsqu'ils ont compris que finalement Trump n'a pas provoqué la vague rouge, la vague conservatrice, des conservateurs aux États-Unis, donc ce n'était plus intéressant. Et là, cet accord a marché. Mais bon, nous comprenons très bien, nous, de notre côté occidental, avec nos yeux humains à nous, que bien évidemment, ces deux personnalités ne se valent absolument pas. Oui, et effectivement, c'est pour les États-Unis comme pour la Russie, hein, c'est un échange qui peut être monétisé, monnayé en termes de propagande. Hein. Chaque camp va l'utiliser à dessein dans les Américains pour montrer, vous voyez que la vie humaine vaut infiniment plus pour nous que pour les Russes, n'est-ce pas? Les Russes vont dire, voyez, le pauvre Bout qui a passé tant d'années en prison parce qu'il était russe, il a souffert, etc. Et on a vu qu'il y avait une petite contradiction par rapport à ce message. Ça me rappelle, en tout cas, cette histoire d'échange, entre guillemets, inégal, une affaire assez connue de la guerre froide en 1976. On avait échangé un dissident soviétique qui s'appelait Vladimir Bukovski, n'est-ce pas, contre le chef du Parti communiste chilien qui croupissait en prison, Luis Corvalán, n'est-ce pas? C'est ça. On avait échangé Corvalán contre un dissident qui avait passé pas mal de temps d'ailleurs dans un hôpital psychiatrique. À l'époque, c'était comme ça qu'on traitait les dissidents en Union soviétique, à l'époque d'Andropov. Et on a une vidéo absolument merveilleuse pour les fans de Brejnev. On la trouve facilement sur YouTube. Cette vidéo où Brejnev reçoit Corvalán, l'enlace, et on a l'impression qu'il verse même une larme. Il a la voix qui tremble, c'est l'émotion qui l'étreint. Donc déjà à l'époque, on a eu ces échanges entre guillemets inégaux. On avait cette mise en scène de propagande, voilà, destinée à montrer que, regardez, l'Union soviétique défend ses frères communistes dans le monde, elle fait tout, n'est-ce pas? Et il y avait même une Chestushka, que tu connais évidemment, très connue. Bien sûr. Voilà, et on va même la citer, je pense, pour nos amis Ouais. russophones. Hein. Обменяли хулигана на Луиса Карвалана. Где найти такую, блядь, чтоб на Брежнева сменять? Ah, excusez-moi, le maths, je fais ici une parenthèse linguistique, le maths est très important pour l'étude de la langue russe. Hein. Contrairement à différents pudibons qui prétendent le contraire, pour connaître le russe, et pas que le russe, hein,
Mm. On avait parlé de l'apprentissage du français chez Sergueï qui avait commencé avec les gros mots. Il y avait quand même cette dimension du match. Il y a un Et article. ma carrière télévisuelle qui a failli Oui, se terminer avec un gros mot. elle ne s'est pas terminée, fort heureusement, Non. cher Sergueï. Voilà, et donc le maths, c'est très important, donc il y a certains mots qu'il faut absolument connaître, sinon on ne connaît pas le russe, tout simplement. Voilà, donc cette chistouche, que ce petit quatrain, très humoristique. Pour le résumer, c'est nous avons échangé un hooligan, donc un hooligan en russe, c'est un voyou. Un voyou, parce que c'est comme ça qu'il avait été qualifié dès l'époque de Khrouchtchev et à l'époque de Brejnev. Il avait été condamné pour parasitisme social. Et on l'a échangé contre Louis Corvalán. Mais où est-ce qu'on va trouver une telle putain pour échanger contre Brejnev? Je traduis littéralement, n'est-ce pas? Pardon pour les oreilles chastes. Mais les chestouches, c'est un genre à part entière également dans la culture populaire russe et soviétique. Donc pareil, il faut absolument être au courant de l'existence de ce genre, comme pour les anecdotes et les histoires drôles. C'est Donc c'est ça. très très drôle. C'est très Absolument. drôle. Il y a un autre échange qu'il faudrait rappeler aussi, qui s'est passé un peu plus tôt cette année, au mois d'avril, lorsque on a échangé aussi à un ancien pilote d'un avion, Yaroshchenko, qui a passé 10 ans en prison aux États-Unis, qui a été arrêté en Libéria, qui a été livré aux États-Unis, condamné pour trafic de drogue pour 4 tonnes de cocaïne. C'est un pilote d'avion sur lequel il était transporté cette énorme quantité de drogue. Et en fait, lui, il prétendait qu'en tant que commandant de bord, il ne savait rien du tout. Il ne savait pas du tout que les nombreuses valises qui contenaient une quantité aussi énorme de la drogue, il était absolument au courant de rien. Donc, il a passé quand même dans les conditions assez difficiles. Apparemment, il a perdu sa santé dans cette prison. Et il s'est même plaint d'avoir été torturé presque pendant l'enquête. Et on l'a échangé, pareil, la même chose. En fait, on a arrêté un petit étudiant qui s'appelle Reed, d'une vingtaine d'années, qui a eu juste une petite bagarre parce qu'il était complètement sous. Il s'est bagarré avec 2 femmes. Lorsque les gens qui étaient autour ont appelé la police est arrivée, donc il s'est battu avec les policiers. Et bien évidemment, en Russie, pour un fait comme ça, on écope en général 15 jours de prison et une amende. Et puis on en sort. Et là, pareil, il a été condamné aussi à 9 ans de prison. Et donc, on a senti que en fait, les Russes arrêtent beaucoup d'étrangers, surtout des Américains, pour les trader après contre les gens qui les intéressaient. Par exemple, il était question aussi dans l'échange contre Gritney Griner de rajouter aussi un Russe qui a été condamné en Allemagne pour avoir assassiné un Tchétchène d'origine géorgienne, donc un assassin qui est condamné aussi en Allemagne, mais cette fois-ci, ça n'a pas marché. Et il va peut-être être échangé d'ailleurs contre l'ancien GI qui est prisonnier aujourd'hui en Russie, qui a fait des affaires avec la Russie, qui s'appelle Paul Whelan, W-H-E-L-A-N. Il était question de le libérer à ce moment-là, mais c'est une monnaie d'échange que la Russie conserve pour un futur échange. Enfin, on a l'impression vraiment d'être revenu à l'époque de la guerre froide, hein, où les échanges, on a parlé du pont Glienicke à Berlin, mais il y en a eu d'autres, étaient vraiment monnaie courante. C'était Bah, une façon de... c'est pas une impression, hein, c'est une réalité, parce que bien évidemment, Paul Whelan, c'est autre chose, parce qu'il a été condamné à 20 ans de prison, parce qu'on l'accuse d'être un espion. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs, ils n'ont pas voulu le rajouter dans cet échange, sinon, si les Américains persuadaient les Allemands de livrer cet assassin. Et d'ailleurs, c'est assez marrant, parce que, enfin, marrant, c'est une façon de dire, c'est assez cynique, parce que les Russes font sortir toujours les criminels, mais les criminels réels, ça veut dire c'est les gens soit qui sont les tueurs. Je vous rappelle qu'il y a aussi Lugovoy qu'on accuse d'être l'assassin de Litvinenko. Il est député à la Douma, ça veut dire au Parlement, depuis 2006. Maria Boutova, elle est devenue aussi députée. Et donc, ça ne m'étonnerait pas que Bout devienne aussi député de la Douma, puisqu'ils ont tous les criminels du monde à la Douma. Pourquoi pas donc, il devrait suivre cet exemple. Alors justement, ouais, c'est peut-être un point intéressant pour finir notre discussion, c'est quelle utilité peut présenter Boot autre que l'utilité de propagande?
Ah, attends, si tu permets, je voudrais rappeler aussi un échange qui est très intéressant, aussi qui est assez récent. En 2010, il y a eu 10 espions qui étaient arrêtés aux États-Unis parce qu'il y avait un des responsables du service des illégaux qui a fait la trahison vers les États-Unis. Donc, il a donné ces 10 illégaux. Ils étaient arrêtés du temps d'Obama, quand Medvedev était président et Obama face à lui. Et ils ont été échangés aussi contre 4 russes. D'ailleurs, pour une fois, ce n'étaient même pas les citoyens américains, mais ce sont les citoyens qui ont travaillé soit pour les services secrets, soit pour les services, tout simplement pour les instituts de recherche américains. Donc, il s'agissait de Grigory Pasko, d'Igor Soutyagin. Ce sont les 2 chercheurs qui ont été condamnés. Attachez-vous comme espions. Pourtant, ils n'ont jamais tenu un seul document secret entre leurs mains. C'est-à-dire, c'est les gens qui lisaient les journaux, ils faisaient des rapports pour les instituts de recherche américains, peut-être qu'ils travaillaient avec les services secrets, mais en réalité, donc en fait, c'est les contrats qui se font tout à fait habituellement. Et donc, ils ont été condamnés pour espionnage. Mais il y avait aussi 2 autres personnes qui sont les personnes symboliques, dont le fameux Sergei Skripal, et puis après Zaporozhsky. Zaporozhsky, c'est un espion de SVR, Skripal, c'est un espion de la GRU, qui a été échangé. Et Poutine, d'ailleurs, en 2018, en s'attaquant au Skripal, a rompu aussi le code de gentleman entre les services secrets. Maintenant, excuse-moi pour cette parenthèse, Non, mais tu je as crois tout que à fait c'est... raison. Il fallait absolument ajouter, c'est un oubli de ma part. Tout à l'heure, j'ai parlé des agents de la GRU, parce que la GRU, encore une fois, on en sait très peu de choses. Or, des agents de la GRU ont joué un rôle très important dans l'histoire de la guerre froide et de la nouvelle guerre froide. On avait parlé de Gouzenko, on avait parlé donc de Suvorov, de Penkovsky, et donc bien sûr Skripal. Alors, Skripal, il a travaillé avec les Britanniques. On ne sait pas exactement aujourd'hui, il est trop tôt pour le savoir, quelles sont les informations qu'il a transmises aux Britanniques, de quelle nature. On pense que les informations qu'il a transmises, entre autres, ont permis de confirmer l'ingérence russe dans les élections présidentielles américaines de 2016, toute l'opération visant donc notamment à hacker, à pirater les comptes de campagne de Hillary Clinton, de l'opération visant donc à créer ces milliers de comptes, de faux comptes sur les réseaux sociaux, à essayer d'influencer l'opinion publique, mais il y a peut-être des choses autrement plus importantes que ça qu'il a communiqué, et c'est peut-être la raison pour laquelle il a été finalement donc sanctionné. Il a, on le sait, survécu et on ignore aujourd'hui là où il se trouve. Voilà. Mais pour revenir... Alors là, je vais peut-être te contredire un tout petit peu, parce qu'on nous dit souvent qu'on est toujours d'accord avec toi et c'est difficile de trouver les points de désaccord. Là, c'est un point sur lequel je suis pas entièrement d'accord par rapport à ça, parce que ma théorie à moi, c'est que cet échange de Skripal, enfin cet assassinat de Skripal, cette tentative d'assassinat de Skripal, n'avait rien à voir avec les services spéciaux, avec l'espionnage, mais c'était une opération purement politique, parce que je vous rappelle que le 18 mars 2018, il y avait les élections présidentielles dans lesquelles Poutine était en perte de popularité, puisqu'il il a entrepris un changement, une réforme de retraite qu'il a promis ne jamais faire, et donc il a commencé à perdre énormément de popularité, surtout dans son électorat principal, c'est-à-dire les retraités qui sont nostalgiques du URSS, et il lui fallait un coup d'éclat à l'étranger pour galvaniser ce patriotisme qui existe en Russie. Et donc le 4 mars, 2 semaines avant ces élections, il y avait cet assassinat qui lui a donné tout de suite 15 points dans les sondages. Et donc il a retrouvé sa popularité. Et pour moi, c'est une affaire purement politique. C'est vrai, c'est vrai. Et tu as raison. Et on pourrait aussi ajouter une autre hypothèse, c'est que 2018, c'est aussi le moment où il y a eu une réforme de la GRU, une réforme qui a porté notamment sur l'appellation de la GRU. Il faut savoir que nous, on dit la GRU tout le temps, GRU, GRU, mais en 2018, il y a eu cette réforme qui a fait perdre le R à l'appellation de la GRU. Et aujourd'hui, officiellement, on dit la GOU. La GOU, ça a une consonance extrêmement péjorative, ridicule en russe. On a l'impression que c'est un bébé qui fait... Gougou. Voilà, gougou en russe, on dit pour un bébé. Et surtout, le R est très important, puisque le R, c'est Le главное renseignement. разведывательное управление. Разведывательное, ça renvoie à разведка. Très important, le renseignement. Le GRU a été castré, en quelque sorte, par cette réforme. Il ne faut pas avoir peur des mots. Les officiers de la GRU l'ont très mal pris. Ils ont eu l'impression qu'ils étaient tombés en défaveur.
Et c'est peut-être, ça c'est mon hypothèse personnelle, c'est peut-être pour regagner des points auprès de Poutine, pour essayer de retrouver donc de leur aura, de respectabilité, qu'ils ont aussi peut-être pris en quelque sorte cette initiative. Je ne crois pas que ce soit vraiment une initiative, hein. Ils n'ont pas pu décider tout seuls de le faire. Le Novichok, le produit qui a été utilisé, ne pouvait être stocké, créé, etc., qu'avec des moyens si considérables que le Kremlin forcément a été impliqué là-dedans. Mais néanmoins, je pense que c'est aussi une opération visant à Oui. faire gagner le gros de sa réputation d'avant, quoi. Voilà. D'ailleurs, cette explication a effectivement, cette version a parfaitement aussi raison d'exister parce qu'il faut bien le dire que suite à ça, il y a le directeur de la GRU qui a mal fini. D'ailleurs, il y a 2 ou 3 directeurs qui ont eu quand même des crises cardiaques aux fleurs de l'âge et on se pose la question s'il n'y a pas un règlement de compte permanent entre le FSB, le SVR et la GRU parce qu'au moins il y a 2 ou 3 directeurs. On se pose des questions sur la naturalité de leur mort. Absolument, ouais, tout à fait, l'origine exacte de leur mort. Ouais. Donc du coup, on revient à la question que je posais, à savoir quelle utilité peut avoir Boot aujourd'hui pour Poutine, autre que celle de propagande? À mon avis, c'est d'abord et avant tout la propagande. Mais vous avez remarqué, il y a quelque chose de bizarre parce que le jour où Bout revenait à Moscou, il est passé par l'aéroport Vnukovo et Poutine est parti du même aéroport pour aller à Bishkek pour la réunion de cette union eurasique économique en Asie centrale. Et il ne l'a pas rencontré. Il l'a pas rencontré. En tout cas, on n'a pas vu de caméra représentant Poutine recevant Bout, ni personne d'ailleurs, ni aucune personnalité recevant Bout. Donc, ils n'ont pas voulu faire de lui pour le moment un héros qui est parti. Il y a eu juste cette interview, bien évidemment calculée et programmée sur la télévision soviétique. Enfin, j'allais dire soviétique, mais russe. Mais bon, c'est tout à fait ça. Boot, d'abord, je crois que nous avons réussi avec toi faire comprendre à nos auditeurs qu'il connaît quand même beaucoup de choses. Il connaît beaucoup de secrets, il a quand même beaucoup de ficelles qui sont avec les gens qui sont toujours au pouvoir du temps de Poutine, parce qu'il a été arrêté quand même en 2008. Poutine a fait déjà 2 mandats à cette époque-là, c'est-à-dire qu'il connaissait les gens qui restent toujours dans l'entourage de Poutine, et on parle de Sechin qui, même s'il est tombé, on dit qu'il est tombé en disgrâce, mais il est toujours présent, d'un côté. Et de l'autre côté, je crois que Bout peut servir à 2 autres choses, c'est-à-dire qu'on va faire de lui un député de la Douma, voire même le faire entrer dans le fameux parti libéral-démocrate, qui est en réalité un parti d'extrême droite, qui a perdu son fulgurant et sulfureux chef Zhirinovsky, Vladimir Zhirinovsky, qui est mort au mois d'avril, je crois. Et donc, ils cherchent désespérément un remplaçant. D'ailleurs, ils ont proposé à Prigogine de prendre la place de Zhirinovsky, et Prigogine les a envoyés paître d'une manière vraiment violente et humiliante. Et donc, ils peuvent proposer peut-être à Bout de remplacer, surtout qu'il possède quand même des qualités intellectuelles qui sont nettement supérieures à celles de Prigogine, même si Prigogine joue un rôle politique beaucoup plus supérieur à celui de Bout. Et il y a peut-être encore un but d'utilisation de Bout, c'est que la Russie se trouve actuellement sous le régime de sanctions. Mais en même temps, on sait très très bien qu'il organise actuellement ce qu'on appelle les importations grises, c'est-à-dire les importations des matières qui sont ou des produits qui sont interdits, mais en passant par des pays comme la Chine, la Turquie et autres pays de la sorte. Et Bout, par rapport à ça, est une personne précieuse parce que c'est quand même un génie de commerce. Et s'il fallait faire des opérations pour détourner les sanctions, à mon avis, sa compétence va être quand même requise. Donc, est-ce qu'il pourrait être nommé ministre du Commerce, par exemple? Si les Russes avaient beaucoup d'humour, oui. Mais surtout, il faut quand même avoir un certain culot. Bon, je crois que ministre, non, je ne crois pas. Mais conseiller du ministre de Commerce extérieur, certainement. Ou conseiller du président du groupe qui s'appelle Rosabarontier ou un truc comme ça, pour le commerce d'armes ou pour le commerce extérieur
extérieur, c'est tout à fait possible. À mon avis, ce ne sera pas un poste en vue, c'est-à-dire non pas un poste public, mais certainement un conseiller très, très influent. Et il y a juste une chose que j'aimerais te demander, en fait. C'est Kim Philby qui me fait penser à cette histoire. Alors, Kim Philby, il faut rappeler qui c'est, c'était le membre le plus connu des Cambridge Five, des 5 de Cambridge, des espions de Cambridge. C'était quelqu'un qui avait travaillé au MI6, l'équivalent de la DGSE, les services de renseignement extérieur, et qui avait permis aux Soviétiques, entre autres, d'avoir des informations sur, encore une fois, la bombe atomique dont on avait parlé au début de cette discussion. Quelqu'un qui est devenu une légende dans le renseignement soviétique comme agent double qui a tant fait pour les Soviétiques, qui leur a permis pratiquement de gagner la guerre froide quand elle était plus gagnable. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Philby, au début des années 60, il est démasqué et il s'enfuit en Union soviétique. Non, il est démasqué en 55, la première Alors, fois. on pense, voilà, mais il va effectivement partir en Union soviétique. Et là, ce que Philby va rapporter, c'est qu'il va être très surveillé constamment. En fait, toi, tu l'as rencontré, et c'est pour ça que je te pose aussi la question. Il va être surveillé. En fait, les services soviétiques vont s'en méfier parce qu'ils vont jusqu'au bout. La paranoïa naturelle aidant, vont se dire, et peut-être c'est quand même un agent triple. Et moi, j'ai cette question que je voudrais te poser. Est-ce que tu ne penses pas que Booth aurait pu, au cours de ses années de prison aux États-Unis, à un moment donné, parler, révéler des choses aux Américains, ce qui expliquerait aussi qu'il ait été relâché et qu'il ait été finalement échangé? C'est pas impossible. De toute façon, les Russes vont le savoir très très rapidement parce qu'à mon avis, ils vont le torturer pour savoir. Ça veut dire qu'ils vont lui faire passer quand même le polygraphe pour savoir s'il ment ou pas. Quand ils vont voir qu'il ment, ils n'hésiteront pas à utiliser la force pour savoir exactement ce qu'il a raconté. Et c'est vrai, je suis d'accord avec toi, les Russes sont beaucoup plus regardants pour l'utilisation des transfuges après le retour dans le pays. On sait très bien que Kim Philby a mis 13 ans avant d'être réutilisé par le service. D'ailleurs, il a prononcé un discours très amer parce que quand il a prononcé son premier discours à Yassenevo devant le parquet des généraux de la première direction générale, il a dit « J'ai visité en tant que dirigeant du MI6, j'ai visité tous les services du monde de l'espionnage et c'est au bout de 13 ans où je suis enfin pour la première fois dans mon propre service pour lequel je travaillais 25 ans à l'étranger. » Donc c'était pour leur envoyer aussi une claque en disant vous êtes des cons parce que vous m'avez mis sur la touche pendant 13 ans. Et il avait parfaitement raison. Et d'ailleurs, ils n'ont jamais utilisé vraiment dans le côté opérationnel, ils l'ont utilisé comme formateur ou professeur privé pour les illégaux qui le rencontraient de temps en temps. Voilà. Et d'ailleurs, ça s'est passé exactement pour Guy Burgess, mais lui, il est mort en 63, donc très rapidement. Le seul qui a réussi, c'était McLean et George Blake, mais ils n'ont pas travaillé vraiment pour le service. On les utilisait un peu pour la formation, mais ils ont fait les carrières dans la recherche. Et donc, Booth, effectivement, de toute façon, il va passer le polygraphe, il va passer le débriefing, y compris le débriefing qui peut être assez forcé et assez costaud. Et une fois, lorsque il va leur raconter ce qui s'est réellement passé avec les Américains, ils vont prendre la décision. Mais je crois que de toute façon, ils ne vont pas le tuer, hein, donc ils ne vont pas le mettre en prison parce que disons, au niveau de propagande, c'est plus intéressant de l'utiliser à des fins de propagande et au pire des cas, ils le mettront à la Douma où il jouera un petit rôle de propagande, c'est tout. Tout à fait, oui. Tout à fait. Voilà, je crois qu'on a fait une émission qui est un peu plus longue que ce qu'on a prévu au début, mais d'abord on est tous les deux bavards et ensuite j'espère que ce n'était pas tout simplement des bavardages, mais des choses qui intéresseront notre public. Et donc on vous remercie pour votre attention. Je remercie André d'avoir participé à cette intéressante et passionnante conversation et j'espère à très bientôt pour d'autres numéros de nos vidéos. Merci Sergueï.